Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal sur Monaco Info. Voici les titres que nous développerons ce dimanche 14 septembre. Coupe Davis, présentation du trophée de l'Admirals Cup, football, basket, tennis de table. C'est le week-end de la rentrée sportive pour les Monégasques. Nous reviendrons sur tous ces résultats en début d'édition. Un enfant du pays s'est associé à un artiste de renom pour créer une fusée. Oui, une fusée qui décollera à la fin du mois. Reportage à suivre. Et puis une nouvelle exposition ouverte à tous dans le lobby du Méridien Beach Plaza, fait la part belle à la Côte d'Azur. Présentation très Riviera en fin de JT. Vous venez de le vivre en direct sur notre antenne. En Coupe Davis, la paire monégasque Hugonis Romain Arneodo a facilement remporté le double face au chypriote Efstathiou Neos en 2-7, 6-3, 6-2. À l'heure où nous vous parlons, Monaco a donc repris l'avantage à Chypre 2-1 avant le simple, peut-être décisif entre Valentin Vachereau et Milios Efstathiou. En attendant, voici la réaction à chaud du duo Nice-Arneodo. On a fait le boulot comme on dit, voilà, on n'est jamais sûr de gagner un match, mais c'est vrai que celui-là il fallait qu'on le prenne à tout prix, c'est notre spécialité, et donc on a bien fait notre travail, on a été solide et voilà, on a gagné un bon match et après la rencontre continue. Ouais. Bah, on était sûr, voilà, je pense que la première règle pour nous c'était de les prendre très au sérieux, c'est ce qu'on a fait, chaque point comptait et jusqu'à la fin, et c'est pour ça que ça fait 6-3, 6-2, ça se passe bien pour nous aujourd'hui dans des conditions un peu avec un public acquis à leur cause, hein. On ne joue pas souvent forcément dans ces conditions, il faut se méfier et on fait un très bon match. Retour à présent sur une victoire historique. En juillet dernier, souvenez-vous, le Yacht Club de Monaco remportait l'Admirals Cup alors que la Principauté participait à la compétition pour la toute première fois. Au terme de 2 semaines de régates intenses, les deux équipages monégasques emmenés par Pierre Casiraghi et Peter Harrison ont soulevé le fameux trophée. Un trophée présenté cet après-midi à de nombreux invités, dont le prince Albert II, réunis pour célébrer ce succès. Je vous propose d'écouter les deux skippers heureux au micro de Marie Bonnet-Blanc. Ça fait 1 an qu'on s'entraîne, qu'on a préparé ce projet, donc voilà, c'est difficile à croire. À un moment, on ne sait plus trop, et voilà, il y a cette fatigue vraiment, encore une fois, qui est très là, très présente. Donc c'est vraiment beaucoup de joie. Et puis petit à petit, voilà, ça rentre et vous réalisez, ok, on l'a fait. Et puis de voir la coupe la première fois, de pouvoir la toucher, de lire les noms de ces bateaux qui ont marqué cette compétition fantastique. Voilà, c'est incroyable, là encore aujourd'hui, je voyais, on a gravé la coupe, de voir Monaco dessus. Le prince a pu coller la pièce, l'Euro de Monaco dessus. Voilà, chaque pays qui a gagné a collé une pièce. Donc voilà, c'est beaucoup d'émotions. You can't really help the other person when you're on the racetrack. It's not like you can drive the car and block the person behind. For example, in Formula One, you can help your teammate. In this is more sharing knowledge, sharing experience, sharing data, discussing in the evening with the other captain, with the other, in this case Pierre, how we made gains, how we made losses, how he made gains, how we could both improve, and I think we as a team under the Yacht Club of Monaco, we were the most organised and we paid the results we had in the end. En football, les Rouges et Blancs ont obtenu une victoire importante face à Auxerre hier soir dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1 en l'emportant 2-1 en fin de match grâce à un but de Georges Ilenikena. L'AS Monaco FC empoche 3 points. Les hommes d'18h ont désormais rendez-vous jeudi sur la pelouse du Club Bruges pour le retour de la Ligue des Champions. Retour à Nicosie à Chypre où la Rocket Team a remporté son 3e match amical de pré-saison hier soir. 83-80, c'est le score final arraché au terme des prolongations face à l'Olympiakos. Ce soir, toujours privés de leur entraîneur Vassilis Spanoulis et de leur pivot Daniel Theis, tous les deux retenus pour l'Eurobasket, les Roca Boys affrontent en ce moment l'Étoile Rouge de Belgrade. Pour clôturer cette page sport du tennis de table, ce week-end, le gymnase de l'Annonciade a vibré au rythme des petites balles blanches et des applaudissements pour la première journée de National 2 et National 3. Monaco recevait le Chénet dans une rencontre très attendue. Le résumé de Gaëtan Lebrun sur les images d'Alexandra Paolini. Le public a eu droit à 2 scénarios bien différents. En National 3, les Monégasques ont offert un véritable récital. Une victoire nette et sans appel 8-0 face à l'équipe de N3 du Chénet.
Une démonstration collective qui permet de lancer la saison sur les chapeaux de roue. Vraiment idéal, on ne peut vraiment pas faire mieux. Le début de la saison, il est toujours très important. Les joueurs, je suis très fier de mes coéquipiers. Comme d'habitude, ils ont tout donné et ça donne de la confiance pour les prochains matchs. On a clairement l'ambition d'essayer d'avoir 2 équipes en National 2 et nous on joue en National 3, donc l'objectif c'est la montée. Idem, c'est pas évident, mais on va faire le maximum et on espère avec la victoire d'aujourd'hui déjà, c'est un bon boost pour la suite. En revanche, la rencontre de National 2 a été beaucoup plus disputée. Après des échanges accrochés et un suspense jusqu'au bout, les joueurs de l'AS Monaco ont dû s'incliner 8-6 face à l'équipe de N2 du Chesnay. Une défaite frustrante, mais riche en enseignements pour la suite du championnat et les ambitions du club. On est parti en 2022 avec 40 joueurs. Aujourd'hui, on est à peu près 140. C'est énorme, mais notre objectif, nous, c'est de rester un club familial, surtout de garder une très bonne ambiance. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante pour le club. Et qui veut nous rejoindre, il peut venir. Avec cette entame de saison, le ton est donné. La N3 est pleine de confiance et vise la montée, tandis que la National 2 sait déjà qu'elle devra batailler dur pour atteindre ses objectifs. En cette mi-septembre, l'heure est au bilan. Cette semaine, Guy Antonielli a dévoilé les bons chiffres de la fréquentation touristique estivale en Principauté. Le directeur du tourisme et des congrès est interrogé par Émilie Rousseau. Bonsoir Émilie. Quel bilan global vous pouvez tirer de cette saison estivale? Un bilan aujourd'hui extrêmement positif. Nos visiteurs étaient au rendez-vous dans les hôtels de la Principauté. Quel profil de ces visiteurs? D'où viennent-ils? Alors, la nouveauté, c'est qu'au cumul sur les 2 mois, nos visiteurs américains sont au premier rang. Ils étaient bien évidemment toujours présents l'été. Cette année, en cumul juillet-août, ils prennent la première place devant les visiteurs français et britanniques. Et comment on peut expliquer cette tendance? Alors, la tendance américaine, elle est vraie dans toute l'Europe. Aujourd'hui, les Américains ont soif de voyage et l'inflation sur les produits haut de gamme et sur les produits de qualité aux États-Unis est telle qu'aujourd'hui, l'Europe est un marché qui a une proposition de valeur extrêmement attrayante pour le visiteur américain et plus particulièrement pour le visiteur américain haut de gamme qui est visé par les hôtels de la Principauté. Et est-ce que cet été, Guy Antonielli, vous avez constaté une évolution dans les comportements des touristes? Alors, un peu plus encore de réservation de dernière minute, mais qui n'a pas impacté la fréquentation globale, qui a pu permettre aux hôtels de gérer les hôtels, vous direz, de yielder, c'est-à-dire de gérer le prix au fur et à mesure du remplissage et des propositions de prix en fonction du type de chambre que demandent les participants. Mais un top 5, ce que je tiens à dire, c'est aussi que le top 5 dans les hôtels, lui, est toujours le même. Sur l'été, ce sont les mêmes nationalités. On l'a déjà dit, États-Unis, France, Royaume-Uni, Italie et la Russie qui revient au 5e rang, à un niveau toujours bien moindre, près de la moitié de ce qu'elle était avant Covid. Est-ce qu'aussi on doit comprendre que la fréquentation a été constante aussi bien en juillet qu'en août? Oui, les résultats sont à peu près identiques sur les 2 mois. La fréquentation est restée stable comparée à l'année dernière. La situation est très variable selon les hôtels qui ont adapté leur politique tarifaire. Donc certains hôtels progressent un peu, d'autres diminuent un peu, mais les résultats globaux de la Principauté sont, on l'a dit, déjà extrêmement positifs. Et quels sont les retours que vous avez du secteur? J'imagine qu'ils sont très satisfaisants, hein. Alors, les retours hôteliers sont très bons. Les retours des restaurants d'hôtels également. La situation, comme sur d'ailleurs toute la Côte d'Azur, est parfois en retrait sur les restaurants en ville. Le pouvoir d'achat européen connaissant une érosion assez importante, et cela se voit aussi dans les nuitées d'hôtel, si la situation globale est extrêmement satisfaisante, les marchés européens se contractent, et les marchés européens en volume sont les plus présents pour les visiteurs à la journée
en principauté. Nous n'avons pas encore de chiffres détaillés de la restauration à Monaco, mais on a pu voir sur la Côte d'Azur hors Monaco des variations de l'ordre de moins 20 à moins 25% de fréquentation et de chiffre d'affaires dans certains restaurants de bord de mer, que ce soit à Nice ou à Antibes. Il ne semble pas aujourd'hui que la situation est de ce niveau-là en principauté, mais bien évidemment, la baisse de pouvoir d'achat affecte également la principauté. Mais Monaco reste tout de même une destination très attractive. Elle a d'ailleurs été élue meilleure destination européenne 2025. Elle a été élue, merci de le rappeler, Émilie, meilleure destination européenne. Et c'est pour ça que les clients viennent à Monaco. Donc le cœur de cible, le client qui va résider dans un hôtel de Monaco. Notre clientèle secondaire, celle qui vient visiter Monaco et qui comprend la proposition de valeur de la principauté, qui va dépenser dans les magasins de Monaco, dans les restaurants de Monaco. Mais bien évidemment, comme nous le disons, même cette clientèle-là, à divers degrés, fait des choix financiers. Il faudra voir sur le long terme comment évolue la situation, qui aujourd'hui ne met pas en danger la situation de la principauté, mais alors pas du tout. Au contraire, on a pu le voir, la fréquentation en ce début d'automne restait extrêmement élevée. Oui, nous allons y revenir dans quelques instants. Guy Antonelli, on n'en oublie pas pour autant le tourisme d'affaires. C'est aussi un atout majeur pour l'économie monégasque. Alors, le tourisme d'affaires représente plus du quart des nuitées hôtelières en principauté et l'automne, printemps-automne sont les deux grandes saisons du tourisme d'affaires et les prévisions sur septembre-octobre sont très bonnes actuellement. D'ici quelques mois avec vous, Guy Antonelli. Merci infiniment d'avoir été notre invité ce soir. Merci Émilie Rousseau, bonne soirée. Direction l'infini et au-delà avec ce projet haut en couleurs signé par deux passionnés que tout oppose en apparence. Alan Hofer, un jeune monégasque ingénieur en aérospatial, et l'artiste britannique David Shilling ont réuni leurs talents pour développer une fusée. Avant que l'engin ne soit lancé dans l'espace à la fin du mois, Devika Guérenfard et Alexandra Paolini ont pu rencontrer ses créateurs. C'est l'histoire d'une rencontre inattendue. Alan Hofer, 18 ans, autodidacte, passionné de fusées depuis l'enfance, et David Shilling, 76 ans, célèbre modiste britannique. Ensemble, ils ont conçu Daos, une fusée aussi performante qu'esthétique, un exploit à la fois technologique et artistique. C'est la première fusée œuvre d'art de l'histoire qui va être lancée. C'est pas juste une œuvre d'art, mais c'est vraiment de l'art fonctionnel. Et personnellement, c'est ma plus grande fusée que je n'ai jamais faite. Donc je suis très content de la construire et de la lancer le 28 septembre. La fusée artistique a pour but d'avoir une trajectoire suborbitale, c'est-à-dire qu'elle va avoir une trajectoire parabolique, elle va monter et après elle va redescendre après une minute ou deux sous parachute. Depuis plus d'un an, les deux hommes travaillent main dans la main. Alan a conçu l'architecture et les calculs de l'engin en parallèle de ses études d'ingénierie à Turin, pendant que David dessinait l'extérieur de la fusée. La première chose, j'ai dessiné un parachute comme vous n'avez jamais vu en avant. C'est différent et très nécessaire. En plus de performer, Daos veut aussi rassembler. Vous pouvez dès aujourd'hui inscrire gratuitement votre nom sur la fusée via un QR code. Le lancement est prévu le 28 septembre prochain depuis les Pays-Bas. Un départ vers les étoiles qui sera retransmis en direct sur les réseaux sociaux. À Monaco, vous l'aurez compris, l'art est partout et sort des galeries traditionnelles. Autre exemple, plusieurs artistes ont livré leur interprétation de la Côte d'Azur dans le lobby du Méridien Beach Plaza. Crescinda Tomel et Hugo Comaza nous présentent dans ce reportage l'exposition baptisée Celebrating the Riviera. À quelques pas de la mer, le lobby de l'hôtel Méridien se transforme en véritable espace d'exposition. 5 artistes y explorent la Riviera à travers 28 œuvres. Installée à Beaulieu, Carole Bruton puise son inspiration dans ses baignades en mer. Ses toiles captent des instants fragiles et lumineux, une véritable méditation sur la légèreté et le moment présent.
Elle travaille avec la bienfaisance, la charity océanique pour le Prince Albert et elle fait des œuvres qui sont vraiment des installations. Il s'agit, l'inspiration, c'est elle nage tout l'hiver et c'est les boules et le calme et la méditation, ce qu'elle trouve dans la mer, c'est l'humanité, c'est le ciel et la mer. Et elle trouve la calme avec ça, avec toute la vie qui vit dans la mer. Paul Hugues, artiste irlandais, transforme ciel et mer en vibrations chromatiques, jouant avec la lumière et les couleurs changeantes de l'horizon. Son inspiration, ça vient de l'océan Atlantique. Mais dès qu'il est venu à Riviera, c'est complètement différent. La lumière est vraiment éclaircie et ça change toute la journée. Alors il a trouvé que c'était très doux et il y a un calme qui est vraiment inexplicable. Il l'adore. Pip Todd Warmers illumine le port de Monaco quant à lui, mêlant mer et architecture. Jesse Grills combine graffiti et peinture contemporaine pour des toiles vibrantes et expressives. Quant à Sloan, il propose des œuvres colorées entre street art et expressionnisme abstrait, une exposition qui célèbre la beauté de la Riviera et invite à contempler et protéger notre environnement. À découvrir donc jusqu'au 9 janvier prochain. Ce journal touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. Pour le clôturer, les photos de Manuel Vitali. Notre photographe a assisté aujourd'hui au challenge Princesse Gabriella de pétanque, une compétition qui a réuni les meilleures féminines en doublette et triplette que vous découvrirez demain dans votre JT présenté par Fabien Bonilla. À suivre la météo de Marie Bonnet-Blanc. Passez une excellente soirée sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver afin de faire le point sur le temps de demain. Le soleil devrait rester avec nous en ce début de semaine. Demain, le ciel sera donc dégagé. Côté température, il fera 22 degrés dans la matinée et 23 dans l'après-midi. En ce 15 septembre, on souhaitera une très belle fête à tous les Rolands et à toutes les Rolandes. Ce sera également la journée internationale pour la liberté de l'instruction, une journée qui a pour but de lutter contre les monopoles dans l'éducation. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.